Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la question du harcèlement de rue. Le gouvernement veut sanctionner les hommes au comportement douteux, sifflets, phrases déplacées, interjections de toutes sortes. Des petites agressions apparemment anodines, mais qui ponctuent le quotidien des femmes. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, s'empare du problème. Mais une question se pose, est-ce vraiment possible de verbaliser et est-ce efficace? Nous en débattrons sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir deux spécialistes en communication, Marie-Virginie Klein à Philippe Moreau-Chevrolet. Nous reviendrons sur le flop de la déclaration de Karl Puigdemont. Plus d'une heure et demie de suspense pour finalement nous parler d'une indépendance suspendue. Couac ou communication orchestrée, nous en parlerons. Nous reviendrons aussi sur la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître le statut du drapeau européen. Une réplique directe à Jean-Luc Mélenchon qui veut, lui, le retirer de l'Assemblée. Macron-Mélenchon, le match des communicants continue. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Amos Gitaï, le cinéaste israélien, vient nous présenter son documentaire À l'ouest du Jourdain. Son objectif, montrer qu'il existe des Palestiniens et des Israéliens qui, chacun, à leur niveau, œuvrent pour la paix au quotidien. Des initiatives précieuses qui devraient, selon lui, inspirer les politiques. Mais d'abord, cette question du harcèlement de rue. Et mademoiselle, tu me donnes ton numéro, t'as de beaux yeux, des petites phrases parfois bienveillantes, parfois plus agressives, plus vulgaires aussi. Mais quelle que soit leur nature, le gouvernement veut, sinon y mettre un terme, essayer de freiner la tendance. On discutera de la pertinence ou non de cette mesure dans un instant avec nos invités. Mais d'abord le point avec Héloïse Grégoire. Des regards insistants, des propositions indécentes, la rue est un cauchemar quotidien pour certaines femmes. Dans une enquête du Parisien datant du 18 mai dernier, un article a mis le feu aux poudres. Le quotidien explique comment des femmes du quartier de la Chapelle à Paris ne peuvent plus s'y déplacer. Depuis plus d'un an, le quartier Chapelle-Pajol à Paris a totalement changé de physionomie. Des groupes de dizaines d'hommes, seuls, vendeurs à la sauvette, dealers, migrants et passeurs, tiennent les rues harcelant les femmes. Certains lieux seraient même réservés exclusivement aux hommes. Ce sont plusieurs centaines de mètres carrés de bitume abandonnés aux seuls hommes et où les femmes n'ont plus droit de citer. Cafés, bars et restaurants leur sont interdits, comme les trottoirs, la station de métro et les squares. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes compte verbaliser et légiférer sur ce type d'harcèlement. Nous devons d'urgence abaisser le niveau de tolérance de notre société aux violences sexistes et sexuelles. C'est pour cela qu'avec les ministres de la Justice et de l'Intérieur, nous ferons en sorte que les lois de la République interdisent bientôt, grâce au travail des parlementaires et de la mission interministérielle de protection des femmes, le harcèlement de rue. Seulement, comment définir et caractériser le harcèlement de rue ? Un groupe de réflexion composé de 5 parlementaires se penche actuellement sur la question. Et oui, toute la question est là et on va en parler avec nos invités. Martine Storti, bonsoir. Vous êtes essayiste, auteur de Sortir du manichéisme des roses et du chocolat, également auteur d'une tribune parue dans Libération le 3 octobre dernier. Harcèlement de rue, le féminisme devient-il secondaire? Laurence Rossignol, bonsoir, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Fatima Benomar, bonsoir. Vous êtes co-porte-parole de l'association Effrontée. J'ai commencé par les femmes, excusez-moi. Bienvenue à vous aussi. Thierry Vallat, vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur d'un article sur le harcèlement de rue avec cette question: la création d'un délit spécifique est-elle une bonne idée ou un simple effet d'annonce? On va en parler avec vous. Avant de se demander s'il est possible de légiférer, de verbaliser, est-ce qu'on peut oui ou non définir le harcèlement de rue? Est-ce qu'on y intègre les remarques grivoises évidemment, mais les compliments, la simple drague? Laurence Rossignol. Le harcèlement de rue, ça peut être un regard qui tout d'un coup vous ramène au sentiment de n'être qu'un bout de viande, pardonnez-moi l'expression, qui peut simplement faire ses courses ou prendre son métro. Ça peut être ça. Et après, il y a les propositions qui ne sont pas souhaitées. Et puis après, il y a les insultes quand on ne réagit pas bien aux propositions. C'est toute cette gamme-là, le harcèlement de rue. Et c'est toute la différence. Parce qu'on peut croiser le regard d'un homme où vous voyez dans ses yeux qu'il vous trouve belle. Mais ce n'est pas forcément du harcèlement. C'est ça que je voudrais essayer de faire comprendre à ceux qui nous regardent. Le harcèlement, c'est le moment où il y a quelque chose de libidineux, de dévalorisant dans ce regard, de déshumanisant d'un certain point de vue. D'accord. Voilà. Fatima Benomar, et le tas de beaux yeux, j'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone. Ça peut aussi être de la drague et pas du harcèlement. Où est la limite ?
Tout à fait. Nous, on est très heureuses aux effrontés qu'il y ait de plus en plus une politisation des violences faites aux femmes. On le voit à la fois dans la sphère privée, avec la sphère politique, pardon, avec toute l'affaire Sandrine Rousseau, même Madame Rossignol qui est là aujourd'hui, elle sait que même quand elle intervient à l'Assemblée ou au Sénat, on peut lui répondre c'est qui cette nana quand elle parle de parité. Il y a eu aujourd'hui toutes les femmes actrices qui sont en train de dire tout ce qui est dans le monde du cinéma aussi, qui sont en train de politiser ça. C'est un sujet concernant, certes, la question du harcèlement de rue, précisément. Non, mais c'était important de souligner le continuum parce que non, ça ne se passe pas que dans le 18e arrondissement et dans le quartier Pajol de Paris. Donc, ce qui est important, c'est de faire exister le regard et la parole des femmes. Depuis quelques années, il y a une vraie politisation du harcèlement de rue. Il y a eu des vidéos, des caméras cachées pour montrer comment ça se passe et je pense qu'à un moment, il faut lever une ambiguïté. Le harcèlement de rue n'a d'autre finalité que de dégrader les femmes, de les intimider et nous, les femmes, on sait très bien ce que c'est que le harcèlement de rue. On sait très bien quelle est l'intention d'un homme qui utilise exprès des expressions et des comportements où on ne va pas se retourner en lui disant « Ah ben on est intéressé, on veut bien vous suivre ». Donc cette caractérisation sexiste de domination du harcèlement de rue, pour moi, n'a plus d'ambiguïté. Ce serait bien qu'on sorte enfin de ce côté. C'est quoi la lisière entre la drague et tout ça? Je pense que les femmes et les auteurs de harcèlement de rue savent très bien où est la frontière. Est-ce que c'est si simple que ça, de définir le harcèlement de rue, Martine Storti? Oui, mais juste pour vraiment embrayer sur ce qui vient d'être dit, je crois que la question est celle en effet de la liberté et du consentement. La drague, si la drague on la subit toujours, la remarque. Si c'est un jeu de séduction... Il n'y a pas de consentement. Un homme qui passe dans la rue et qui vous dit « Ah, je vous trouve jolie, mademoiselle », c'est du harcèlement ou pas? On l'a subi, la remarque. Attendez, bon, moi je n'ai plus l'âge qu'on me dise vous êtes jolie mademoiselle, mais je veux dire, une femme, si elle descend dans la rue, il n'y a aucune raison qu'en effet elle ait des propos concernant son corps, son visage, sa manière de marcher, de s'habiller, etc. Parce que la rue, on ne descend pas dans la rue forcément pour ça. Donc c'est zéro remarque alors, c'est tolérance zéro. Moi je trouve que ça... Encore une fois, si derrière on sent une violence, si derrière il n'y a pas de, il y a rien qui attire, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de liberté, voilà, c'est ça la limite. Je veux dire, c'est à quel moment on dit non et parce que voilà, il n'y a aucune raison que dans la rue ça se passe comme ça. Thierry Vallat, quand on parle de droit, il faut bien des définitions, des mots, des limites au harcèlement de rue. Comment on définit ça? C'est capital. Et dans le problème du harcèlement de rue et de son éventuelle pénalisation, le problème de la définition est primordial. Oui. Un comportement, à mon sens, il faudrait qu'il soit répété, parce que harcèlement, c'est, vous l'évoquiez, une remarque, un regard. Est-ce qu'un regard définirait un harcèlement? J'en suis pas totalement persuadé au niveau juridique. Je comprends très bien votre observation, elle est tout à fait légitime. Un seul regard peut être extrêmement violent. Mais est-ce que le harcèlement n'implique pas la répétition? Qu'il soit non sollicité, ça c'est tout à fait clair. Qu'il soit dégradant, humiliant, parfaitement d'accord, et adressé à une certaine catégorie de personnes, en l'occurrence majoritairement des femmes, je crois qu'il y a un chiffre édifiant, 100% des femmes ont été affrontées, ont dû affronter dans le métro ou les transports en commun. Et on n'entend pas beaucoup de femmes dans la rue, elles pagaient des hommes. Il y a des campagnes, et tous les ans on a des campagnes contre le harcèlement, justement, pour lutter contre le harcèlement dans les transports en commun, c'est très bien. Le fait qu'on en parle aujourd'hui est tout à fait intéressant. Je crois que le groupe de travail qui a été mis en place par la ministre c'est positif. Est tout à fait positif, mais le problème de la définition va être, ne serait-ce que cette partie-là, assez compliquée. Et c'est une question très subjective. Je voudrais qu'on écoute ces quelques femmes qu'on a interrogées dans la rue cet après-midi. Effectivement, certaines femmes peuvent vous dire moi je trouve ça flatteur, et puis d'autres femmes vous disent qu'elles se sentent agressées. C'est le cas des femmes qu'Héloïse Grégoire a rencontrées cet après-midi. Vous êtes charmante, quand j'ai une jupe, oh vous avez de belles jambes, on me demande parfois mon numéro, parfois, les fois les plus emmerdantes que j'ai eues, il y a un monsieur qui m'a quand même mis la main aux fesses dans le métro. Que je suis bonne, que voilà, ce sont toujours des remarques obscènes qui atteignent à mon ego, certaines fois, parce que j'ai l'impression d'être un objet. Si on commence à nous suivre ou à insister alors qu'on a dit non, à pas respecter nos consentements, là je pense que ça serait bien qu'il y ait des lois qui soient faites là-dessus pour qu'il y ait des punitions. Et Martine Storti, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, ça crée aussi une autocensure, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la manière dont on va s'habiller avant de sortir dans la rue parce qu'on sait qu'on peut être confronté à ces remarques. Il y a une atteinte à la liberté de la femme. Absolument, ouais, c'est ça. L'espace public ne doit pas être subordonné à ce genre de choses. Or, de fait, il l'est pour les femmes. Alors, il n'y a pas que l'espace public, parce que c'est vrai aussi, on l'a vu quand les journalistes se sont plaints qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, les ministres, etc. Bon. Mais quand même, la rue, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire de pouvoir sortir de chez soi
fois, il y a quelqu'un, une jeune femme l'a interviewée, elle disait on est un objet. Alors, sortir de chez soi sans être un objet. Dire je suis un sujet, je suis une singularité et qui marche dans la rue. Et donc cet enjeu moi je crois qu'il faut toujours répéter que l'émancipation des femmes, c'est l'égalité bien sûr, mais c'est la liberté. Il faut toujours cette conjugaison de ces deux concepts politiques. Et en effet, c'est un enjeu politique. C'est même pas un enjeu simplement de mœurs, c'est un enjeu de liberté, donc c'est un enjeu politique. Et je voudrais juste ajouter... on va avoir du mal, en effet, à définir, à savoir comment ça va se passer, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer l'aspect symbolique des choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on dit « c'est pas rien ». C'est grave. Alors après, on va voir si on s'en sort juridiquement. Mais le côté symbolique, on décide que c'est grave, je trouve ça tout à fait important et significatif. Oui. Moi, je partage ce que vient de dire Martine Sorcier à l'instant. Le côté symbolique est important. Pour autant, je le dis d'autant plus que moi j'ai porté la loi sur le système prostitutionnel. Et dans la loi sur le système prostitutionnel, il y a la pénalisation du client. Et j'ai pas pu, autant que je l'aurais voulu, obtenir du ministère de l'Intérieur que les policiers soient formés à appliquer la loi sur le système prostitutionnel. Elle est plus facile à appliquer que la loi sur le harcèlement, parce que la transaction d'achat de services sexuels, elle n'est pas compliquée. Et quand j'ai défendu cette loi, j'ai à la fois mis en valeur l'aspect symbolique de la loi, c'est-à-dire que ça dit la règle dans la société, on n'achète pas le corps des autres, et puis en même temps, j'attends quand même d'une loi qu'elle ait une efficacité pénale. Parce qu'à un moment donné, quand on n'applique pas les lois pénales, on dégrade le droit pénal et le sens même de la loi. Et sur cette affaire de harcèlement, j'ai quand même toujours, j'avais le même sentiment quand j'étais ministre, l'impression qu'on vient rattraper par le code pénal ce qui n'a pas été fait auparavant. Et auparavant, c'est l'éducation à la sexualité et au respect et au consentement à l'école. Et l'école est résistante à cela, pour des tas de raisons, qui sont des raisons en général de rapport de force idéologique. Il manque de formation des professeurs. Non, c'est pas aux professeurs. Moi, je pense que c'est pas aux enseignants de le faire. Il y a des gens dont c'est le métier de faire ça, qui ont une formation, qui ont des compétences pour le faire. Mais il y a des résistances idéologiques. On retrouve les mêmes courants de pensée qui sont résistants à l'éducation sexuelle à l'école, qu'on a retrouvés dans la rue sur un certain nombre de sujets qu'on a connus en 2012-2013. Mais je continue de penser qu'il faut d'abord commencer à expliquer l'éducation à la sexualité, au consentement, au respect et à la dignité. Tout par-delà. Et tout par-delà. Fatima Benoma. 3 choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que maintenant, ce serait important aussi qu'on travaille, puisqu'on est en train de politiser le harcèlement de rue, c'est effectivement sur les effets que ça a. Les effets physiques. Il faut pas oublier que c'est un harcèlement. Ça veut dire que les femmes commencent à ressentir des montées d'adrénaline, du stress. Et elles peuvent le vivre 15 fois par jour. Elles peuvent le vivre plusieurs fois par jour. C'est quand même quelque chose qui se répercute sur notre corps, sur des effets moraux, sur la dépréciation de soi. L'impression que dès qu'on est une femme adulte, finalement, c'est là qu'on est le plus infantilisé. Et qu'on se retrouve en fin de soirée, même à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, à demander à un chaperon de nous accompagner au métro. Et ça a des effets politiques. La première chose, effectivement, on négocie avec les hommes dans quelle tenue on a le droit de sortir, à quelle heure, dans quel quartier, etc. Et ça a un effet d'accoutumance aux violences sexuelles et sexistes. C'est-à-dire que quand, dès l'âge de 14-15 ans, on est habitué à ce que des hommes s'approchent très près, nous tutoient, et on est habitué surtout à ne pas pouvoir répondre, parce que si on répond, on a la double sanction de l'intimidation et des menaces. Donc on apprend à s'accoutumer au fait que des hommes s'approchent, et ça peut nous habituer à supporter aussi des violences dégradantes dans le monde du travail, à la maison, etc. Ce que je voudrais dire par rapport à la sanction symbolique, c'est bien d'avoir du symbole, mais en même temps, il y a un autre symbole qui va s'ajouter à ça, c'est que si on arrête un agent et qu'on lui dit « monsieur vient me harceler » et que l'homme dit « moi c'est pas vrai » et que donc c'est les paroles de l'un et l'autre et présomption d'innocence, on laisse aller l'homme, ça a aussi un effet symbolique sur les femmes. C'est le sentiment d'impuissance. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai même été portée plainte dans le commissariat du 11e. Vous savez ce qu'on m'a répondu, c'est la prochaine fois, vous rentrerez moins tard chez vous. Alors, on va donc ça aussi, ça a des effets. Pourtant, moi, je suis une militante féministe. Chez le cuir, déjà, ça m'a fait mon petit... Parce que Marlène Schiappa a évoqué évidemment cette question de la possibilité, la concrétisation d'une telle loi. Elle se doute bien que c'est compliqué. Elle en a parlé il n'y a pas très longtemps, évidemment. Il n'est pas question de mettre un policier derrière chaque femme. La mesure a effectivement une valeur d'exemple avant tout. On l'écoute.
L'idée, c'est de verbaliser, de pouvoir mettre des amendes, donc de faire en sorte qu'il y ait du flagrant délit. Donc d'une part, du flagrant délit à chaque fois qu'il y aura du harcèlement de rue surpris. Et d'autre part, parce que je sais bien qu'il n'y aura pas un policier, une policière derrière chaque femme harcelée. D'autre part, l'important pour moi, c'est vraiment dire le droit. C'est-à-dire dire que les lois de la République interdisent de harceler, d'intimider, d'être auteur d'outrages sexistes en direction des femmes quand elles sont dans l'espace public. Donc Thierry Vallat, si on comprend bien, c'est que juridiquement, techniquement, c'est très compliqué. La plainte est compliquée. Fatima Ben-Omar vient de le dire. On n'est pas forcément pris au sérieux. Il faut un flagrant délit. Mais ça crée une prise de conscience, un déclic. Je rebondirai sur ce qui vient d'être dit. La formation, c'est tout. Et c'est avant la pénalisation, me semble-t-il, que cette formation doit exister. L'éducation sexuelle, certainement. L'éducation également des personnels judiciaires qui ont à affronter les plaintes qui souvent aujourd'hui sont refusées. Combien de femmes harcelées, alors dans la rue ou pas dans la rue, essayent de porter plainte, elles connaissent déjà pas forcément leurs droits, elles n'ont pas forcément un avocat, elles vont aller se heurter à un policier, à un officier de police judiciaire dans un commissariat, et on va ne pas prendre en compte. Le harcèlement est très mal connu, très mal perçu. Il est peut-être aussi banalisé. Il y a vraiment un effort de formation là-dessus. Et je vous complète, on a l'exemple belge qui a mis ça en place depuis quelques années. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, l'exemple belge. Ils ont commencé en 2012 avec une loi donc, sur la région de Bruxelles, avec des sanctions administratives communales. Ça n'avait pas marché. Il y a eu cette loi en 2014 qui est intervenue, qui était une initiative suite à une militante qui avait pris, justement, filmé avec son smartphone de son quotidien, qui était absolument invraisemblable, et que donc il y avait eu vraiment une prise de conscience en Belgique, et donc la loi de 2014. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, ils sont de 2015, il y aurait eu, à vérifier, mais trois plaintes simplement qui auraient été déposées. C'est pas beaucoup. En France, j'ai un petit peu peur qu'on s'achemine vers le même résultat. On nous a promis, je crois qu'il y a un discours du président Macron le 18 octobre, sur la mise en place de cette fameuse PSQ, la police de sécurité du quotidien, qui va remplacer la justice de proximité. Ce sont ces 10 000 fonctionnaires qui vont, a priori, dans des quartiers... Vous avez espoir que ça fonctionne sur le harcèlement? Mais alors, où vont-ils les mettre? Où vont-ils les déployer? Alors, là aussi, et ça pose encore d'autres problèmes de savoir si on ne va pas stigmatiser une population plutôt qu'une autre. Ah bah justement, on va y venir. Alors que c'est un phénomène, le harcèlement de rue, qui est général. Ça, il faut bien le reconnaître. Alors, vous pointez un sujet important, et Martine Storti, je vais vous interroger sur cette question. Il y a une tribune signée par une quinzaine de chercheurs et chercheuses, surtout des chercheuses, qui pointent du doigt une loi discriminante vis-à-vis des populations socialement et racialement stigmatisées. Oui, alors c'est la raison pour laquelle j'ai fait aussi une contre-tribune, si j'ose dire, dans Libération. Enfin, une contre-tribune. Moi, je crois qu'on se tient sur ces sujets comme sur tant d'autres sur une ligne de crête. Il faut justement se tenir sur une ligne de crête, et c'est ça qui est le plus difficile. La ligne de crête entre ceux qui vous disent, en effet, si vous faites ça, vous allez stigmatiser telle ou telle catégorie de population. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? C'est à eux de leur expliquer. Non, mais est-ce que c'est pas déjà raciste de considérer que c'est une certaine population qui insulte les femmes? Voilà, justement, face à ce projet de harcèlement, immédiatement on répond ça va être les Arabes, les Noirs, les pauvres, les réfugiés, les émigrés, tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on va les suspecter. Même la tribune qui prétend les défendre, en réalité, les met sur le devant de la scène. Et de l'autre côté, nous avons les gens qui vous expliquent, et là je rejoins Laurence Rossignol quand elle parlait d'idéologie, qui vous disent oh là là, vous voyez du harcèlement partout, au contraire, c'est juste le jeu de la galanterie, de la séduction habituelle depuis le XVIIIe siècle. On entend des hommes qui disent ça, c'est des questions dont on a débattu, moi qui suis une vieille féministe, dans les années 70 sur la question du viol. C'est exactement la même chose. Quand nous avons dit le viol est un crime, il faut que les violeurs passent devant les assises parce que c'est la cour d'assises qui juge les crimes, on nous a dit oh là là, mais vous faites fonctionner une justice bourgeoise, on disait à l'époque, n'est-ce pas? Et puis après on nous disait mais vous êtes raciste parce qu'en effet ce sont donc on met de l'idéologie, les immigrés qui vont être... Donc il y a un étau idéologique, il faut sortir du manichéisme, si je puis me permettre, et surtout desserrer l'étau idéologique, parce que c'est complètement faux. Le harcèlement, vous l'avez dit, il est chez tout le monde, il est chez toutes les catégories. C'est pour ça que le symbole, c'était pas pour minimiser... Je veux dire qu'avant qu'on arrive à la solution juridique, dire c'est grave, et justement on étudie une solution juridique, et ça a des conséquences. Symboliquement, c'est déjà très important. Ça forcément déjà... Et alors,
déjà des conséquences, même si on se contente pas du symbole, si vous voulez, bien évidemment. Si je puis me permettre, toutes mes interventions tout à l'heure montrent bien que je n'euphémise en rien, que pour moi la question du féminisme n'est pas une question secondaire. En revanche, à un moment, il faut revenir sur terre et prendre la conscience du moment politique où on est. C'est un moment où on sort d'une présidentielle où Madame Le Pen a été au second tour. Et si vous voyez le traitement médiatique et politique qui a été fait des violences faites aux femmes ces dernières années, c'est ça. D'ailleurs, on a fait une tribune de réponse à Madame Badinter qui disait on ne peut plus aller dans le 18e arrondissement avec une jupe, à laquelle on répond on ne peut plus aller à l'Assemblée avec une robe à fleurs. Clin d'œil à Madame Cécile Duflot. Il y a une instrumentalisation raciste du féminisme aujourd'hui. Je vous rappelle que l'année dernière, au nom du féminisme, on se mettait à humilier des femmes qui allaient en soutane sur la plage. Est-ce que le féminisme, c'est se retourner contre les femmes? C'est quand même un autre sujet, pardonnez-moi. Il y a quand même une instrumentalisation raciste et le délit de faciès est aujourd'hui une réalité politique. Sauf que là, on vous dit ce soir sur ce plateau qu'a priori, c'est tous les hommes, y compris en costume cravate, dans le 16e arrondissement. Et nous verrons comment seront répartis les 10 000 agents. Si vous me dites qu'ils seront répartis de façon égalitaire sur tous les territoires, parce que je peux vous dire qu'il y a des villes et des villages où les femmes se plaignent le plus, peut-être. Non, mais justement, parce qu'il y a instrumentalisation, il faut se battre. En effet, nous sommes obligés de nous battre, nous les féministes, le mouvement féministe a quelque chose à dire sur plusieurs fronts à la fois. Il faut en effet se battre contre cette instrumentalisation. Vous avez complètement raison. Quand on voit que Valeurs Actuelles se définit féministe uniquement quand les agressions sont faites par des Arabes, c'est en effet insupportable. Et je ne nie absolument pas, bien au contraire, le racisme qu'il y a dans la société. Mais il ne faut pas, au nom de l'antiracisme, vouloir nier un certain nombre de réalités. Et il faut protéger les femmes. Ma prise de parole depuis tout à l'heure n'était pas dans ce déni. Madame, c'est pas le délit de faciès, je dis ça. De même qu'il ne faut pas nier les harcèlements et le sexisme qui peuvent se passer dans les beaux quartiers, dans les grandes entreprises. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est historique. À chaque fois que les féministes veulent le plus massivement possible porter une question qui est une question spécifique à la condition des femmes, à ce moment-là, il y a toujours un perturbateur qui vient dans le débat nous expliquer ah oui, mais attention, en fait, le vrai sujet, c'est pas le féminisme, c'est le racisme, c'est les on cherche à stigmatiser une population. Donc, en fait, j'ai envie de dire, est-ce que c'est possible qu'on parle de la condition des femmes, de ce qu'elles subissent, sans qu'on vienne essayer de nous déporter? Par ailleurs, sur l'histoire de harcèlement de rue, moi, j'espère que ça va aboutir, parce que maintenant que c'est parti, d'un certain point de vue, l'intérêt collectif, c'est quand même que ça aboutisse. Cette affaire-là, ce serait un mauvais message qui serait envoyé si on disait non, on échoue, on n'y arrive pas. Donc j'espère que ça va aboutir. Mais je tiens quand même pour l'idée qu'il faut commencer par apprendre aux filles l'autodéfense. Parce que même une fois qu'il y a la loi... Physique ou verbale, vous voulez dire? Même une fois qu'il y a la loi, si les femmes ne sont pas convaincues qu'elles ont quand même la capacité de faire appliquer leurs droits, de se défendre, si elles ne sont pas convaincues qu'elles ne sont en rien les responsables de ce qui leur arrive. Parce qu'on a la même chose dans le harcèlement de rue que dans le viol. La première action d'une fille, c'est de se regarder des pieds à la tête en disant est-ce que mon décolleté est trop au fond, est-ce que ma jupe est trop courte? Donc se dire quelle est la part qu'elles ont prise elles-mêmes, la responsabilité qu'elles ont dans ce qu'elles viennent de subir. Après, défendre face à une montagne de... Mais même une fois qu'il y a la contravention, une fois qu'il y a la loi, une fois qu'il y a tout, il faut que les femmes se défendent. C'est-à-dire qu'il faut les sécher. Il faut les sécher, les harceleurs. Moi, ça m'est arrivé comme dans le métro. Un jour, je me suis pris une main aux fesses, j'ai attendu tranquillement, j'ai attrapé la main, j'ai soulevé, je dis elle est à qui celle-là? Je peux vous assurer que le garçon qui était en dessous de la main, il n'était pas fier. Et tout le monde n'a pas le même tempérament. C'est une agression sexuelle. Oui, tout le monde n'a pas. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Guillaume Perrault, dans une tribune du Figaro Vox intitulée Marlène Schiappa aurait-elle verbalisé Blum et Pompidou, nous dit la volonté de remodeler les comportements masculins prend sa source aux États-Unis. Il nous dit l'américaine protestante est notre avenir. Est-ce que, après l'Amérique puritaine, on risque de parler d'une France puritaine? Est-ce que ça va un petit peu trop loin, cette histoire? 40 ans. Non, mais le puritanisme aussi, ça fait 50 ans qu'on entend, alors au 19e siècle. Écoutez, justement, pour mon livre Sortir du manichéisme, je suis allée voir ce qui se disait à la fin du 19e siècle sur l'émancipation des femmes. C'était exactement ce qu'on lit sous la plume d'un certain nombre d'intellectuels ou de politiques aujourd'hui. C'est-à-dire l'émancipation des femmes allait supprimer la féminité, allait supprimer la différence des sexes. Il n'y aurait plus d'hommes, il n'y aurait plus de femmes. Bon, regardez la polémique. Enfin, au moment des ABCD de l'égalité, on dit la formation.
Bien sûr, il faut faire de la formation. Quand il y a eu ce projet de déconstruire les stéréotypes de genre, comme on dit, c'était pas du tout d'annuler la différence des sexes, c'était juste de dire il y a plusieurs façons d'être garçon, il y a plusieurs façons d'être fille. Vous avez vu ce que ça a suscité comme alliance, d'ailleurs, entre les catho-intégristes d'un côté et les islamo-intégristes de l'autre, et de la part d'un certain nombre d'intellectuels pour dire vous allez en finir avec le genre humain. Je vous dis ça parce que c'est insupportable. C'est aller très loin. Ça va dans le même sens. C'est complètement idiot. C'est aller très loin. Par exemple, à Montréal, la journaliste Géraldine Wessner, dans son livre Ils sont fous, ces Québécois, nous dit au Québec, les relations hommes-femmes sont asexuées. Les hommes ont peur d'aborder une femme, fût-ce dans un bar ou une boîte de nuit. Beaucoup renoncent au long chemin de croix de l'approche, de peur d'être accusés de harcèlement. Ils continuent de se reproduire, d'avoir des enfants, de se marier et de faire leur vie. Donc, vous voyez où je veux en venir. Vous voyez pourquoi je vous fais réagir. Ceci dit, sur le système prostitutionnel, j'ai entendu les mêmes choses. En fait, cette histoire de comme quoi on irait vers le puritanisme, on pourrait faire peur aux hommes, etc. Mais c'est la défense du prédateur libre dans le poulailler libre. Ce n'est que ça. C'est des prédateurs, les clients des prostituées, qui défendent leur droit à faire ce qu'ils veulent du corps des femmes. Et nous opposons à ça la défense, effectivement, de notre dignité et de notre liberté, la liberté de notre consentement. Pardon. Oui, tout à fait. Moi, j'en reviens sur l'histoire de la pénalisation. Alors, savoir si ça sera un délit pénal, une correctionnalisation de cette infraction, et surtout comment ça va être mis en œuvre. Moi, alors, il va falloir travailler. Je pense que ce groupe de travail va avoir besoin de beaucoup d'imagination et d'être extrêmement rigoureux sur la manière dont ils vont aborder la réglementation, parce que donc on parle bien sûr là de flagrant délit. Il faut que ça soit pris sur le fait que parce que on imagine mal une femme venir voir un agent de police en disant voilà, je viens d'être. Oui, mais ça se passe en 3 secondes, donc le flagrant délit. Bien évidemment. Et alors qui va-t-on incriminer? Est-ce que si c'est un groupe de personnes, est-ce que c'est le premier, le deuxième, le groupe entier? Comment ça va se passer? Donc j'ai compris qu'il y allait avoir peut-être une priorisation de la parole de la victime. Ok. C'est en réflexion, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est en réflexion, avec le problème de la présomption d'innocence également qui est en balance. Le procès-verbal va être donné, une amende serait éventuellement assigné. Est-ce qu'il y aura un recours? Comment ça va se passer? Donc il y a plein de problèmes comme ça qui doivent être débattus par ce groupe de travail. Une toute petite minute. Alors nous, on pense qu'il faut y avoir effectivement une approche globale, à la fois l'éducation, la prévention, les ABCD effectivement de l'égalité. Comme c'est dommage, là aussi c'était une défaite symbolique d'être revenu dessus. La formation des agents, j'ai fait une pétition à 58 000 même signataires pour la formation des agents à l'accueil des femmes victimes de violences et notamment sur le harcèlement. Et juste pour répondre sur la question du racisme, le mouvement féministe a toujours eu une voix sur le racisme. On ne peut pas décorréler les choses. Par exemple, moi, je suis une femme arabe et dans le harcèlement de rue que j'ai, il y a, les Arabes, on sait que c'est des chaudasses, machin et tout. Donc, ce sont des choses qui s'entremêlent. Et historiquement, rappelons juste que la sensibilité qu'il y a eu du mouvement féministe par rapport à l'instrumentalisation raciste, c'était en 78, quand il y avait eu la condamnation à 20 ans de prison du violeur Lakhdar Sethi, sachant que à ce moment-là, les hommes blancs étaient très très rarement condamnés, voire jamais. C'est moi qui ai fait les articles dans Libération. Évidemment, et je pense que notre nouvelle génération est aussi consciente que cette problématique existe et que rien ne nous empêche à penser les choses dans l'intersectionnalité de ces problématiques. Et jamais je n'accepterai par ailleurs que le féminisme soit mis au second plan. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un dernier petit mot, Laurence Rossignol, dernière question qui n'a a priori pas vraiment de lien. Vous avez tweeté ce matin sur la une des Inrocks, réunir sur une même couverture Kanta et Orelsan qui chantent « Je vais te marie-trintigner », il fallait oser, honte à ce magazine. Oui. En plus du mélange qui a été fait entre Kanta et Orelsan, est-ce que vous êtes choqué par la promotion faite à l'artiste Bertrand Cantat qui sort un nouvel album? Je suis étonnée de la complaisance qui existe à l'égard des artistes lorsqu'il s'agit de violences sexuelles à l'encontre des femmes, lorsqu'il s'agit de crimes, comme en l'espèce, comme si le génie créatif, d'un certain point de vue, devait passer devant les crimes et les infractions. Et donc, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance. Cette complaisance, on l'a dénoncée au moment de l'affaire Polanski. D'ailleurs, au moment où j'avais dénoncé, j'étais ministre à l'époque, l'idée que Polanski devait présider le Festival de Cannes. Tout le monde avait dit que c'était scandaleux, qu'on n'était même pas sûr. Résultat, après, on a vu plusieurs nouvelles révélations. On a aujourd'hui l'affaire de ce producteur américain Weinstein avec La Parole qui se libère. Je pense qu'il faut ramener ces génies créatifs dans le droit commun
et dans la décence. Et je trouve que l'une des Inrock est indécente et elle mériterait des excuses des Inrock auprès de la famille Trintignant. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est le match des idées avec deux communicants, Marie-Virginie Klein, Philippe Moreau-Chevrolet. On va aborder plusieurs sujets, mais on va commencer par le suspense entretenu hier par le président catalan avant sa déclaration d'indépendance. Le monde entier a retenu son souffle. À 19h38 précise, Libération, mais confusion aussi. C'est Fabien Recker qui nous explique tout ça. La perplexité est de mise au lendemain de la vraie fausse déclaration d'indépendance en Catalogne. Bon, on peut dire dans la même phrase, on y va, mais pas tout de suite. Vive la Catalogne indépendante ou pas d'ailleurs. Le monde entier avait les yeux rivés sur Barcelone hier, mais le discours de Carles Puigdemont a finalement accouché d'une souris, en affirmant que la Catalogne allait devenir une république indépendante, mais qu'il fallait aussi en discuter avec Madrid. Le leader catalan réalise un numéro d'équilibriste. Alors la Catalogne, indépendante ou pas, dans la capitale espagnole, on fait mine de ne pas comprendre. Pour être honnête, ce n'était pas clair à mes yeux. Je pense que ce n'est pas clair pour le gouvernement catalan non plus. Le Conseil des ministres a convenu ce matin d'envoyer une réquisition formelle au gouvernement de la Generalitat afin qu'il confirme s'il a déclaré l'indépendance de la Catalogne. Entre Barcelone et Madrid, la confusion règne donc toujours. Une confusion un peu surréaliste qui n'aurait pas déplu au Catalan Salvador Dalí. Avec nous sur ce plateau pour le match des idées, Marie-Virginie Klein, bonsoir, spécialiste en communication du cabinet Tilder, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir, professeur en communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Au-delà des questions politiques qu'on va évacuer ce soir sur la Catalogne, sur un plan de communication pure, comment vous analysez ce flottement, cette séquence hier soir du président catalan qui a ménagé un certain suspense? Est-ce que d'après vous c'était maîtrisé ou pas du tout? Marie-Virginie Klein. Alors moi, je suis assez stupéfaite par l'absence d'anticipation dont cela témoigne. On est face à quelqu'un qui, depuis des années, milite pour l'indépendance de la Catalogne. Dans les conditions qu'on connaît, il a organisé un référendum, etc. Il arrive à son objectif, et là, tout d'un coup, il fait une reculade monumentale qu'évidemment personne ne comprend. Enfin, on comprend après coup en essayant d'analyser. On a mis quelques heures à comprendre ce qu'il a voulu dire. Oui. Et en termes de communication, moi, je trouve qu'on est face à un cataclysme. Voilà, un flop, on a appelé ça flop ce soir, vous êtes d'accord? Oui, flop, cataclysme, je crois qu'on peut le dire. Philippe Moreau. Disons que c'est la légèreté avec laquelle il a organisé tout le processus électoral qui est confondant et qui fait en fait, qui discrédite l'ensemble de son mouvement pour beaucoup d'années à venir. On peut créer des scrutins dans des bonnes conditions qui sont des scrutins quasi privés comme la primaire socialiste en France, la primaire de droite. Tout le monde pensait que ça n'allait pas marcher. En fait, ça a très bien marché, mais il faut des conditions de base. Il faut avoir un vote à bulletin secret, il faut avoir des inscriptions sur des listes électorales. Enfin, il faut des garanties. Il n'a pas pris ça du tout. Il n'a même pas organisé ça de manière un petit peu crédible. Il n'a pas cherché à négocier avec l'État la possibilité même d'organiser ça de manière institutionnelle. Pourquoi pas dans le cadre espagnol? On sait que dans ces cas-là, les scrutins donnent souvent un résultat qui sont négatifs pour les indépendants, mais après tout, le Brexit a créé un précédent qu'on aurait pu voir imiter. Donc c'est toute la légèreté du processus depuis le début qui est étonnante. C'est un rendez-vous historique et il a traité ça comme si c'était un truc ordinaire. Moi, je vous rejoins tout à fait sur la comparaison avec le Brexit. En fait, il y a deux choses similaires qu'on observe. C'est que de la même façon que Boris Johnson, qui avait mené tambour battant la campagne pour la sortie pour le Brexit, et qui a réussi, une semaine après, abandonne totalement la vie politique et crée là aussi un cataclysme et laisse tout le monde. C'est un peu la même chose. Alors, est-ce qu'on peut se demander que sauf que le Brexit, il y a eu les conditions. Il a vraiment gagné. Alors que là, il n'a même pas gagné. Enfin, il n'a rien gagné. Il n'a même pas gagné. Mais le point commun, c'est que les deux atteignent leur objectif et les deux reculent de la même façon, comme s'ils ne s'étaient même pas posé la question de savoir si je réussis, qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que je fais dans les faits. Alors, il y a un autre sujet de communication intéressant, c'est la phrase d'Emmanuel Macron, passée un petit peu inaperçue d'ailleurs. Hier, le chef de l'État veut reconnaître officiellement et solennellement le statut du drapeau européen. Écoutez. Au moment où certains en France sont en train d'avoir des débats où on se rétrécit et voudrait enlever le drapeau européen, je voulais vous dire que lors du prochain Conseil européen, je ferai la déclaration solennelle qui fera que la France rejoindra 16 autres États qui l'ont déjà fait, où j'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut
de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu. Il sera bien maintenu parce que je ferai cette déclaration. Voilà, et dans le certain, on comprend évidemment qu'il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui lui a répondu ce matin à Emmanuel Macron dans un communiqué. « Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit d'imposer à la France un emblème européen confessionnel. Il n'est pas le sien et la France a voté contre son adoption sans ambiguïté. » On va dans une espèce de surenchère. C'est en fait une bataille entre deux grands communicants, Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, c'est une bataille où il n'y a que des gagnants. C'est gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal, puisque Mélenchon a intérêt à cliver avec Macron pour exister. Ouais. Et Macron a son meilleur opposant, mais de très loin, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon ne peut pas prendre le pouvoir, c'est très improbable, en tout cas dans l'esprit de Macron. Donc plus il le fait monter, plus il abaisse un éventuel parti socialiste, si tant est qu'il en reste un. Et voilà, face à une opposition de droite qui n'existe plus non plus, il a un parlement désert. Et Mélenchon, c'est vraiment le meilleur allié dans cette dynamique. Par ailleurs, Macron a un but, c'est d'instaurer un clivage, mondialisation, européanisation, on va dire, et anti-mondialisation, anti-Europe. Et ce clivage-là, il est en train de l'imposer au détriment du clivage droite-gauche. Mélenchon, il est à fond là-dedans parce que ils y ont intérêt tous les deux. Ils se jouent au tango tous les deux. Hein. Et j'ajoute, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a tellement compris l'importance de la communication qu'il a évidemment sa chaîne YouTube, ça on le savait, mais il y a un nouveau média qui va se lancer très prochainement. Ça s'appelle Média Citoyen. Une levée de fonds est d'ailleurs lancée à partir d'aujourd'hui, créée à l'initiative de Sophia Chikirou, directrice de la com de campagne de Mélenchon, avec une proximité idéologique évidente avec la France insoumise, même s'ils se défendent d'être la télé Mélenchon. Le pouvoir passe aussi par la création de médias. Jean-Luc Mélenchon, il va à fond ? Ah oui, alors moi je tire mon chapeau aux communicants de Jean-Luc Mélenchon qui depuis longtemps ont de véritables succès. On peut penser aux hologrammes pendant la campagne, aux meetings à Marseille qui avaient donné de très belles images. Et là maintenant à cette création de médias qui va tout à fait dans le courant de l'opinion d'essayer de bypasser un peu les institutions officielles et de faire parler le peuple et de redonner la parole à chacun. Donc moi je pense que c'est un très bon coup. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez avant, je ne trouve pas que ce soit gagnant-gagnant, moi, cette histoire de drapeau européen. Je trouve que Mélenchon est largement gagnant dans la bataille de communication. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Macron donne à Mélenchon sur un plateau la possibilité de s'emparer du sujet européen, qui est un sujet habituellement pris par le FN, et défendre le drapeau européen qui ne veut pas dire grand-chose en termes de symbole, beaucoup moins par exemple qu'un programme Erasmus ou que Areva, etc. Je ne vois pas qui s'attache au drapeau européen. Un président déconnecté et un Mélenchon qui est plus proche du peuple. Oui, et ça accentue la dichotomie de la France des diplômés versus la France du peuple, la France des éduqués. Et moi, je trouve que c'est gagnant pour Mélenchon et là, pour le coup, perdant, très risqué pour Emmanuel Macron de faire revenir cette polémique devant l'affiche. Macron est un président centriste, là, comme tous les centristes, sa seule idéologie, c'est l'Europe. Il n'a que ça à vendre, mais ça symbolise ce qu'il veut faire du pays, c'est-à-dire une ouverture vers le monde. Et dans ce cadre-là, lui, il est très à l'aise. Il n'a pas d'opposant. Enfin, j'entends bien que ça l'affaiblit. Il peut devenir le président des riches. Il perd les classes populaires en ce moment, c'est celle qui perd le plus dans les sondages. Il gagne dans l'électorat de droite, j'ai envie de dire. Tout ça est assez cohérent. C'est une politique libérale plutôt marquée à droite. Si dans 5 ans, il n'y a toujours pas d'opposition digne de ce nom, il n'y a que Mélenchon qui existe brillamment au niveau de la communication, je suis entièrement d'accord. Quel est le risque pour lui ? Il est faible. Et d'autant plus que dans l'équipe d'Emmanuel Macron, on ne lésine pas non plus sur les outils de communication, sur la pédagogie. Édouard Philippe, Premier ministre, a semble-t-il décidé de participer à ce qu'on appelle un Facebook Live toutes les semaines. Il faisait son 2e ce soir, on le voit ici. Une réaction, c'est une nouvelle manière de communiquer avec les Français très directement, c'est ça l'objectif ? Moi, je pense que c'est la façon de toucher une nouvelle cible et de rajeunir un peu l'auditoire. Plus personne dans les moins de 35 ans regarde le JT de TF1 et n'ouvre le journal le matin, Les Échos, Le Figaro, quel qu'il soit. Donc là, il s'adresse à une nouvelle tranche de population et d'après ce qu'il dit, alors c'est peut-être à vérifier par la suite, il augmenterait énormément le nombre de vues de ces vidéos comme ça. Donc je pense qu'effectivement, il touche des catégories qui n'étaient pas du tout sensibilisées. Il résume un conseil des ministres en 2 minutes. On va y venir, oui, absolument. Et c'est bien qu'il le fasse parce qu'il n'est pas à l'aise avec les médias et il n'aime pas répondre aux gens, Édouard Philippe, donc ça l'habitue à le faire. Il était très mauvais dans la première vidéo. La deuxième, je pense qu'il a l'air un peu plus à l'aise comme ça. Physiquement, déjà, il est moins crispé. Donc du coup, c'est du média training pour lui. C'est du média training pour lui, ça c'est sûr. Et puis ça instaure une nouvelle forme de démocratie un peu plus directe. Ça permet de combler le déficit qu'a Macron auprès des jeunes. Macron est un président, en réalité, qui a été élu, comme beaucoup de présidents, par les vieux. Et donc il a
a un déficit sur les jeunes assez considérable et la France insoumise leur met vraiment, mais alors très très loin devant en matière de communication numérique. Donc ils ont un déficit à combler. Et il y a un autre signal, moi, que je vois, c'est un peu une forme de déverrouillage de la communication gouvernementale en général. C'est-à-dire qu'avant l'été, on les sentait tous tétanisés, ils n'osaient absolument pas parler, alors faire un Facebook Live, c'était Jupiter, donc ils étaient tout en haut. Exactement. Et le peuple était tout en bas. Et pour moi, c'est la fin de Jupiter. C'est la fin de l'ère jupitérienne qui se traduit là, dans ces Facebook Live et toutes ces vidéos que les ministres font maintenant de façon beaucoup plus spontanée. Alors, sauf qu'Édouard Philippe, effectivement, n'est pas toujours très à l'aise dans cet exercice. Il y en a un, vous en avez un petit peu parlé, Marie-Virginie Klein, c'est Christophe Castaner, qui lui est plutôt très à l'aise dans ce genre d'exercice. Il en joue, il va même jusqu'à l'autodérision. Le porte-parole du gouvernement, moqué par le chroniqueur Guy Berenbaum sur France Info, pour avoir débriefé un conseil des ministres depuis sa voiture, vous le disiez, a répondu au pari de faire le même débrief depuis un Vélib. Regardez. Bonjour cher Guy, je voulais vous dire que j'avais écouté ce matin avec attention, mais aussi avec le sourire, votre chronique. Alors, j'ai trouvé l'idée assez... J'ai mis mon plus beau casque pour pas prêter à la polémique. J'ai pris un Vélib, vous pouvez vérifier. Et j'ai tenté l'exercice, pour m'entraîner, de rendre compte du Conseil des ministres avec ce format-là. Bon, alors il est gagnant là, il enlève un petit peu l'image vieillotte du politique en faisant ça ou... Il dit qu'on peut se moquer de lui, mais qu'en attendant, il est passé de 7 000 à 60 000 vues sur les vidéos de compte-rendu du Conseil des ministres. Donc il est gagnant. Ah oui, si on se réfère à la quantité. Après, le problème, c'est que il peut aussi se balader à poil dans sa vidéo. Je pense que tout le monde va regarder. Est-ce que ça veut dire que c'est impactant? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ça la question. En tout cas, pas politiquement, Marie-Virginie. Je pense qu'il aura le bon sens de se donner ne pas le faire, quelques oui, merci limites. pour nous. Mais à mon sens, c'est même pas... Est-ce qu'il est gagnant? C'est un peu inéluctable. C'est-à-dire que de ne pas le faire, ça serait aller contre le sens normal des choses. Il y a des nouveaux médias qui ont été créés, les réseaux sociaux existent. Comment on peut moderniser l'image du politique? Pour moi, c'est d'abord une modernisation. Donc, je ne vois pas qui est perdant à se moderniser, et c'est inéluctable. Et je pense que ce type d'initiative sera réitéré, imité, et puis d'une certaine façon, il ne fait que faire ce qui se fait déjà aux États-Unis depuis un bout de temps. Oui, c'est une mise aux normes de la communication politique française. Oui. On rattrape un retard. On rattrape un retard. Ouais. Et là, Barack Obama a fait bien plus disruptif. Alors, on se remet à niveau, certes, cette communication est plutôt sympa, voire efficace, pourquoi pas, mais elle pose quand même la question de la crédibilité du pouvoir. En tout cas, François Hollande, lui, se la pose. Les politiques ont eux-mêmes évolué. Ils ont leur chaîne YouTube, ils envoient leurs messages sur Facebook, ils utilisent les tweets. Celui qui a été le plus loin, c'est Donald Trump. Donald Trump, maintenant, a compris qu'il n'avait pas besoin de la presse, même que la presse lui était hostile, et qu'à partir de là, c'est lui qui fait l'information et qui crée par ses tweets l'actualité du jour. Et moi, je refuse cette méthode. Il pose quand même une vraie question, là, François Hollande. Mais c'est là que François Hollande, c'est tout le paradoxe de Hollande. Il comprend tout en théorie, mais en pratique, il fait rien. En théorie, il comprend bien comment ça marche. La vraie question qu'il pose, c'est est-ce qu'il faut être de son époque quand on communique, quand on est un président de la République? C'est ça la vraie question. Donc pour vous, il n'est pas de son temps quand il dit ça? Non, et puis il a une communication, il a interdit à ses ministres de tweeter. Enfin, ses ministres tweetaient avant d'arriver au pouvoir, ils étaient très bons d'ailleurs, Cécile Duflot, elle était très bien, Valls était très bien. Du jour où ils sont arrivés au pouvoir, ils ont complètement arrêté parce qu'on leur a dit maintenant, on va être Jupiter. À l'époque, on ne disait pas encore ça, mais voilà, on va être Jupiter. Donc il a tout verrouillé. Ça a été un échec colossal en termes de popularité, de rapport aux Français. Il a jamais comblé son déficit de rapport avec les Français, François Hollande. Il ne comprend pas que quand on est président, c'est pas le président qui fait le pays, c'est le pays qui dicte les conditions et qui choisit un président. Quand on ne comprend pas ça, on n'est pas dans son époque. Trump est plus dans son époque que lui, c'est vrai. Il faudrait que des gens comme Hollande, probablement, qui sont meilleurs au fond que Trump, dominent Trump sur ce terrain-là. Mais il faut se battre, il ne faut pas refuser le combat. Marie-Virginie Klein. Oui, et puis je trouve que le message de François Hollande, c'est d'abord le témoignage d'une peur à l'égard des réseaux sociaux et des nouveaux outils. En fait, et on peut comprendre ce réflexe, ça fait peur parce que tout peut partir très vite, un buzz peut naître d'une seconde à l'autre, mais se priver de cet outil, moi je trouve que c'est vraiment être contre son temps, ça existe et on n'ira jamais en arrière, et je pense pas que ces réseaux... Non mais entre se priver et faire des débriefs de Conseil des ministres depuis un Vélib, il y a peut-être un équilibre à trouver. Pour moi, c'est le choix de se demander à qui je veux m'adresser comme population. Et si je veux enfin réimpliquer les plus jeunes dans la politique, je m'adapte à leur mode de communication. Je détends un peu Et on ne perd pas en crédibilité en tant que responsable politique. Castaner, il n'est pas crédible, il est porte-parole. Il est quand même porte-parole du gouvernement. Il porte la parole, il n'est pas ministre. Aux yeux des jeunes, c'est quand même un homme qu'on doit... C'est celui qui vient vous donner
les éléments de langage du gouvernement. Il le fait de manière attractive, c'est mieux que de le faire de manière plate. Et c'est sa marque de fabrique. Par exemple, Édouard Philippe, dans sa façon de faire, il le fait de façon très sérieuse, en posant un trépied avec un iPhone en face de son bureau. C'est un Facebook Live, mais ça reste, il est en costume derrière son bureau et il ne dérape absolument pas dans ce qu'il dit, etc. Là, c'est un peu la marque Castaner. Je pense pas non plus que tout le monde l'imite et qu'on ouvre un boulevard à toujours plus de déviance. Et il le fait plutôt de manière sympathique. Il faut comprendre une chose, c'est que les politiques sont forcés de répondre. Il faut qu'il y ait des politiques qui soient au niveau du quotidien, pour citer un concurrent de vous, mais il faut qu'il y ait des politiques qui soient sur ce niveau-là d'entertainment pour pouvoir accéder à ces programmes, être dans cette culture-là. Il ne faut pas que tous les politiques y aillent, mais quelqu'un comme Castaner, qui est un personnage à la sacrifie, qui est dans la pédagogie. C'est un personnage à la pif gadget. Enfin voilà, c'est un personnage un peu ancien dans sa façon de faire, mais ça fonctionne bien parce qu'il est moderne dans ses codes de communication. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler sur ce même plateau. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, nous recevons le réalisateur israélien Amos Gitaï pour son documentaire À l'ouest du Jourdain. Voici la bande-annonce. הניו יורק טיימס אמר ערפאת כי אי אפשר לטאטא החוצה חודשים ארוכים של משא ומתן. מה שעשינו אינו בדיחה, אמר. אני עורך סרט שהוא בעצם נועד להיות כמו יומן שמתעד קטע אחרי קטע את תהליך של משא ומתן בין ישראלים והפלסטינאים. הסרט הזה הוא בנוי מסדרה של קפסולות, והוא יעבור בצורה אסוציאטיבית, באמת, ממצבים של מצבים מיניאטוריים למצבים של פוליטיקה גבוהה. حكت لي عن ابنها وحكيت لها عن محمود. شفت دمعتها تبكي على ابنها. نسيت انها اسرائيليه. دمعي ودمعها واحد. התפקיד שלי כבמאי, כאדם שכותב את היומן הוויזואלי הזה, הוא כמו תפקיד של ארכיאולוג בעצם. חלף שכבה אחרי שכבה ומנסה להבין את הסאבסטנס של האירוע, ומה הצורה שבכל זאת ניתן יהיה ליצור יחסים שהם יותר יחסים של ריקונסיליישן בתוך האזור הזה. Voilà, ça s'appelle À l'ouest du Jourdain, réalisé, produit par Amos Gitaï, qui est donc un producteur, réalisateur israélien qui va être sur ce plateau dans tout juste quelques secondes. On me dit qu'il est au bout du couloir, il faut quelques secondes, quelques minutes pour l'équiper. Il sera là, face à moi. D'ici quelques secondes, le voici. Amos Gitaï, vous entrez en direct. Nous sommes en direct sur Public Sénat. Bienvenue à vous. Plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une première, quelques secondes de retard sur ce plateau. Bienvenue à vous. Paris est très embouteillé. À l'ouest du Jourdain, on vient de voir la bande-annonce de ce documentaire qui sort donc aujourd'hui. Vous dites que vous avez travaillé comme un archéologue. J'espère que vous avez repris vos esprits et votre souffle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche de départ? C'est-à-dire, moi je trouve que dans le cinéma documentaire, il faut qu'on découvre couche après couche qu'est-ce qu'il y a derrière. Et le film, effectivement, à l'ouest du Jourdain, que j'ai fait récemment, mais 35 ans plus tard que journal de campagne, que j'ai fait en 1982 pendant la première guerre du Liban, il regarde effectivement les gens qui craquent un peu les murs, qui veulent faire des fissures dans cette mur qui sépare les Israéliens et les Palestiniens. Vous voulez dire des Palestiniens et des Israéliens qui, chacun de leur côté, œuvrent pour la paix à leur niveau, à leur échelle? C'est ça que vous avez, c'est ces gens-là que vous êtes allés voir. Oui, moi je trouve que comme la scène politique est complètement bloquée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective pacifique, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits de regarder la télé, le journal de 20h, et de râler devant la télé, même si on est dans la télé. Ne me regardez pas, je ne présente pas le 20h. Voilà. Il dit qu'il faut être engagé individuellement. Alors il y a toute une série d'organismes comme Breaking the Silence, comme B'Tselem. Vous en parlez dans ce documentaire, vous les montrez, on les écoute. Il y a toutes sortes de séquences, des scènes de vie, des moments politiques, des interviews en face à face. Est-ce que vous en ressortez avec de l'espoir? Moi, je trouve que c'est le seul élément d'espoir, c'est ce groupe-là qui nous dit qu'effectivement, pour que le président change, il faut lutter. Ce n'est pas suffisant de
regarder, d'être spectateur des choses qui passent. Alors, il y a plusieurs scènes qui sont marquantes dans ce documentaire. Celle d'abord du soldat qui a, semble-t-il, mal vécu son expérience à Hébron, qui parle des méthodes de l'armée. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Pourquoi ce soldat qui est mécontent de son expérience au sein de l'armée, alors que peut-être des milliers d'autres, eux, en sont contents? Pourquoi être allé tourner lui? Non, moi je trouve qu'on n'est pas seulement sur lui, c'est-à-dire on est effectivement de toute cette brochette d'organismes. Et moi j'étais allé voir cette organisation que vous faites référence, ça s'appelle Breaking the Silence. C'est 1200 soldats et officiers qui luttent contre l'effacement des images des Palestiniens et l'abus des Palestiniens. Et je trouve que c'est presque une leçon même pour le reste du monde, pas seulement pour Israël-Palestine. C'est-à-dire que même on peut imaginer qu'en France, il y a un grand groupe de policiers qui vont témoigner sur l'abus des immigrants dans les cités, etc. Oui, mais on ira peut-être aussi montrer ceux qui sont contents et fiers du travail de la police. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est votre travail. Moi, je suis un simple architecte d'origine. Donc il y a un regard assez politique dans ce documentaire. Il y a un point de vue. Un vrai point de vue. Mais un point de vue qui est ouvert, c'est-à-dire que le film est montre de contradictions. Moi, j'aime pas trop les films de Michael Moore, qui sont trop linéaires. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut nous nourrir par un cuillère. Alors, si je vois un film comme ça, je commence à douter même des idées que je suis a priori d'accord. Alors, je trouve qu'il faut accumuler des contradictions. Il y a dans le film aussi des femmes qui sont colons, qui cherchent des façons de... Une femme qui a été agressée au couteau par un terroriste et qui raconte que... Alors, elle raconte quelque chose d'assez étonnant. Elle dit que ce sont les colons qui peuvent montrer le chemin de la paix. C'est leur vision, ils ne sont pas majoritaires, mais moi je suis plutôt pour les minorités. Je trouve que comme souvent, c'est-à-dire les perspectives de comment on sort de cette crise actuelle, il est montré par les minorités. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène dans une association de mères israéliennes et palestiniennes qui, elles, se sont retrouvées au travers du chagrin, au travers de la douleur d'avoir perdu un enfant dans le conflit? C'est-à-dire, je ne vais pas faire les sommaires, sinon les gens ne vont pas aller voir. Non, mais ce sont des belles scènes, et ça donne envie d'aller voir. Ouais. Non, mais moi je trouve que cette femmes qui sont en chagrin parce qu'ils ont perdu leur enfant, c'est presque noble d'imaginer que des femmes qui perdent leurs enfants, de deux côtés, ils sont capables de ne pas avoir la haine, de ne pas avoir le désir de vengeance, mais plutôt le désir de calmer le conflit. Mais est-ce qu'on est si sûr de ça? Parce qu'il y a cette femme palestinienne qui a perdu son fils Mahmoud et qui raconte effectivement la naissance de cette amitié avec l'autre mère israélienne qui a, elle aussi, perdu son enfant dans le conflit. Et elle dit « J'ai fini par ne plus voir qu'elle était israélienne ». Donc finalement, est-ce que c'est un vrai message de paix, ça? Elle ne voit plus en cette femme une israélienne, ce qui ne l'empêche pas donc de continuer de détester les Israéliens par ailleurs ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Je n'en sais rien, justement. Je me suis posé la question en regardant. Alors, vous savez, le meilleur film que j'ai vu comme spectateur commence quand la projection est terminée. C'est-à-dire parce qu'on promène avec l'image, on fait un travail que vous êtes en train de faire d'interprétation. Et moi, je trouve que c'est une erreur de la part des cinéastes de donner des significations de chaque plan. Je crois que c'est à vous, c'est-à-dire pas personnellement, aux spectatrices et aux spectateurs, de voir le film et de faire leur interprétation. C'était toujours le cas, comme j'ai fait Kadosh, Kippour, Free Zone et des autres, c'est-à-dire que le public, il est invité de faire un travail d'interprétation. Et ce petit garçon de 8 ou 9 ans, en tout cas, qui est en CM2 et qui dit assez fièrement, avec une vraie détermination, « Je veux mourir en martyr, c'est ça le rêve de ma vie ». Vous lui dites à un moment donné, c'est la scène qu'on voit effectivement derrière vous, et vous lui demandez « Mais d'où tu tiens ce discours ?» Et il dit « De personne ». Et vous, je ne sais pas si la conversation continue, en tout cas, ce n'est pas montré dans le documentaire, il vous dit « Personne ». Mais évidemment, personne n'y croit que c'est personne qui lui a dit ça. Écoute, c'est-à-dire, le film, il montre, comme vous avez dit, un point de vue, mais je ne suis pas là pour éliminer des points de vue des gens que je tourne, qui sont, comme je dis, il y a des contradictions. Et de toute façon, je trouve que la solution de ce conflit, si les gens vont continuer de dialoguer et pas attendre que les grands hommes politiques, malgré son absence de grandes figures politiques, avec les désirs et les déterminations nécessaires d'essayer de résoudre, alors il faut que les citoyens prennent comme une action civile. Et le film lui-même
ce n'est pas strictement un acte de cinéma, c'est aussi un acte civil. C'est-à-dire moi, comme citoyen israélien, attaché à ce pays, mais pas toujours d'accord avec la politique, je fais un geste, mon médium, c'est le cinéma. Pour vous, il n'y a rien à attendre des politiques. On a vu que Barack Obama n'avait strictement rien réglé sur le conflit israélo-palestinien. Un Donald Trump vous effraie, par exemple? Non, moi je crois qu'il faut beaucoup attendre de la politique. Ouais. Mais malheureusement, ils ne font pas l'erreur. Il faut les bons politiques. Non, malheureusement, ils ne sont pas assez engagés, ils ne sont pas assez déterminés d'essayer de résoudre ce conflit. C'est-à-dire ça traîne. Ça traîne depuis presque 100 ans de ce conflit douloureux, énormément de gaspillage de vie et de ressources de toute la région. Je crois que le problème principal de la région, du Moyen-Orient plus large qu'Israël et Palestine, c'est que chaque petit groupe, avec son Dieu, avec son nationalisme particulier, je parle plus large, et s'il n'y a pas une reconnaissance de l'autre, il n'y a pas la paix. La paix, il est un rapport, c'est comme le rapport amoureux. Ça passe par la reconnaissance de l'autre. Il faut que l'autre existe. Il faut de son identité, de sa culture, de son existence même d'ailleurs. Il faut qu'on engage avec l'autre, qu'on accepte qu'on n'a pas idem, mais qu'il faut qu'on trouve un modus vivendi de dialoguer. Et pour vous, Yitzhak Rabin avait compris ça, et depuis lui, plus personne ne l'a compris. Moi, je trouve que Rabin, il avait une certaine chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est une certaine sobriété et simplicité. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps le spinning, les médias, et le audimat, et les sondages. Et lucidité aussi. Mais c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui regardait les sondages de matin pour réfléchir qu'est-ce qu'il va dire l'après-midi. Il était là, il a dit ses opinions, il avait une ligne qu'il était envie de suivre. Et moi, je regrette beaucoup que cette ligne ait été coupée. Il n'a pas d'héritier. Il y a un de vos intervenants dans le documentaire qui dit qu'il n'y a personne après Yitzhak Rabin qui a réussi à avoir sa franchise, sa lucidité sur les faits. Il n'est pas bisounours, il n'était pas dans la bienveillance absolue avec les Palestiniens. Il faut espérer. L'espoir, c'est aussi un moteur de changement. C'est-à-dire, si on n'a pas l'espoir, qu'est-ce qu'on devient nihiliste? Moi, je trouve qu'il faut garder l'espoir parce que la planète n'est pas strictement changée. Je dis souvent, par les mitrailleuses ou l'argent, mais aussi par les idées. Alors il faut injecter des idées qui peuvent avancer la cause de la paix. Mais aujourd'hui, vous ne voyez personne, pas un homme ou une femme politique qui pourrait incarner les idées. Je crois que c'est une nécessité, même si on ne voit pas quelqu'un aujourd'hui, il va arriver. Et puisqu'on parle d'Yitzhak Rabin, dans votre documentaire, en 1994, il dit une phrase extrêmement intéressante et qui, à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui en Europe et ailleurs, est frappant. Il dit, je le cite, « Il y a un risque de vague d'extrémisme islamique qui menace les pays arabes modérés. Il faut absolument éviter de créer une réalité qui servirait de terreau à l'épanouissement de cette menace. » En 1994, il avait commencé, d'après vous, à comprendre la menace islamiste que l'on vit aujourd'hui? Pas seulement les menaces islamistes, les menaces de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à monter le niveau de vie. C'est-à-dire, il parle de ça, il parle... Bien sûr. Les conflits sont aussi, dans quelque façon, résultat des conditions de vie de politique sociale. Oui, c'est-à-dire, Rabin, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision simpliste et nationaliste. Il dit qu'il faut qu'on trouve un moyen de monter le niveau de vie de la région et des droits des femmes, des droits des minorités, c'est-à-dire de solliciter des ouvertures d'esprit aussi dans les pays voisins. Et je crois que si on arrive à ça, ça va stabiliser la paix. Et on a tout raté, d'après vous? Pas seulement, je parle pas seulement... Moi, je ne suis pas déterministe, alors je ne peux pas dire tout, parce que tout, c'est un luxe. Vous savez, une fois, dans le journal de campagne que j'ai fait il y a 35 ans, j'ai interviewé le maire de Nablus, Bassam Chaka, et je lui posais la question que vous êtes en train de me poser. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Alors, Bassam Chaka me dit, Amos, c'est trop luxurieux d'être pessimiste. On ne peut pas permettre d'être pessimiste, parce que si on est pessimiste au milieu de conflit, on est nihiliste, c'est-à-dire il y a pas d'issue. Il faut garder l'optimisme, même si on ne les voit pas tout de suite arriver. Et il nous reste 30 secondes. Une petite question sur le nouveau président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous êtes intéressé à lui? Est-ce que vous lui avez déjà même parlé? Est-ce que vous sentez que c'est un président qui pourrait aider à, non pas régler, mais enfin faire améliorer la situation? Comme la France, elle vient de décider de me donner la Légion d'honneur qui va être à la fin d'octobre, je vais poser des questions aux dirigeants français. Je vous donne la réponse la prochaine fois. Avec plaisir. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci infiniment à Amos Gitaï d'avoir été notre invité ce soir dans On va plus loin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat toujours. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Il s'agit de Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux. Très belle soirée. Restez au cœur du débat.